La correction du concours de l'ENSA pour l'année 2015. Donc l'exercice numéro 1, un service de médecine nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif pur 12 jours après l'expédition. L'activité de l'échantillon au moment de la réception est de 16 × 10⁻⁹ becquerel. L'activité de l'échantillon durant 8 jours après réception ne veut que 1 × 10⁻⁹ becquerel. Donc cochez la bonne réponse. Ainsi que pour la question 22. Cochez la bonne réponse. Donc, l'exercice numéro 1 et numéro 2 sont portés sur la radioactivité. Donc, l'activité de la réception à l'instant t égale à 0, c'est A0 est égal à 16 × 10⁻⁹ becquerel. Après 8 jours, l'activité devient 1 × 10⁻⁹ becquerel. Donc, le temps écoulé, c'était égal à 8 jours. Donc, la période radioactive, donc utilisons la loi de décroissance radioactive, donc A de T, c'est-à-dire l'activité à l'instant t égale l'activité à l'instant t à 0, l'exponentielle de moins lambda t. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins lambda t est égale à A de t sur A0, donc tout ce calcul fait donne 1 sur 16. Donc on passe au logarithme, donc logarithme de cette expression-là est égal au logarithme de cette expression-là, c'est-à-dire moins lambda t est égal à ln de 1 sur 16 qui est égal à moins ln de 16, et 16 c'est 2 à la puissance 4, donc est égal à moins 4 ln de 2. D'où lambda est égal à 4 ln de 2 sur t, et t égale à 8 jours, donc ceci nous donne lambda est égal à ln de 2 sur 2. Et on sait que la période t1,5, elle est donnée par ln de 2 sur lambda. Donc, ceci nous donne donc le temps de demi-vie, c'est ln de 2 sur lambda. Et lambda est égal à ln de 2 sur 2, donc après simplification, il reste tout simplement 2 jours. D'où il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 22, l'activité au moment de l'expédition. Donc le délai entre l'expédition et la réception est de T' qui est égal à 2 jours. Donc utilisons la même formule avec T1,5 est égal à 2 jours, qu'on vient de trouver ici. Donc on a une autre activité, c'est-à-dire le moment de l'expédition, donc A', qui est égal à A0, E, lambda T'. Donc, c'est-à-dire que ceci nous donne A0, l'exponentielle, donc lambda, on la remplace par ln de 2 sur T1,5, T'. Donc A0, elle est égale à 16. 10 à la puissance 9, l'exponentielle de ln de 2 fois T' et T1,5 est égal à 2. Donc ceci nous donne 16, 10 à la puissance 9, ln de 2, qui multiplie 2 sur 2, c'est-à-dire est égal à 16, 10 à la puissance 9, E de ln de 2, et E de ln de 2, c'est 2. D'où ceci nous donne 2 fois 16, qui multiplie 10 à la puissance 9, c'est-à-dire 32, 10 à la puissance 9 becquerel, ou bien 32 gigabecquerel. Donc l'activité de l'échantillon est de l'ordre de 32 gigabecquerel. L'exercice numéro 2, donc la question 23 à l'heure de la catastrophe de Tchernobyl,
de césium-137 a été libéré dans l'atmosphère. Sachant que le césium-137 est un radioactif β-. L'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de césium-137 est plus proche de la valeur, donc cochez la bonne réponse. Donc ça, ce sont les données. Donc, désintégration β- du césium-137. Donc, l'énergie libérée. La désintégration β- de césium-137 donne un noyau de barium-137, d'après la réaction ci-dessus. Ça, c'est un antineutrino. Donc, ça, c'est β-. Donc, la masse perdue est, c'est la masse de césium moins la masse de barium plus la masse de β-. β-, c'est un électron. Donc, ceci, on a ces valeurs-là en unité U moins cette valeur-là plus cette valeur-là en unité U. Donc, le résultat trouvé, c'est en U. Donc, l'énergie libérée, c'est delta M fois C au carré. Donc, delta M, c'est cette valeur-là. Et C au carré, on utilise cette transformation. 1U, elle est égale à 1000 MeV sur C au carré. Donc, on simplifie par C au carré, on va multiplier par 1000. Donc, ça, on multiplie par 1000, il reste 0,72 méga électrovolts. Donc, le calcul nous donne 0,72, alors que ici, la valeur la plus proche, c'est 0,69. C'est-à-dire 0,69, c'est 0,7. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice numéro 3. Le sonar d'un bateau permet de déterminer la profondeur des fonds marins. Elle est constituée d'un émetteur et d'un récepteur. Le sonar étudié est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence 20 kHz. Donc la célérité de ces ondes dans l'eau est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Donc cochez la bonne réponse. Donc, on a ce qu'on appelle les ondes sonores. Donc, on a la longueur d'onde et la période. Donc, ça, ce sont les valeurs à chercher. Donc, on a la fréquence est égale à 20 kHz, c'est-à-dire c'est 20 000 Hz. On a la célérité des ondes de l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Donc, on calcule la période. Donc, la période, c'est peut-être égale à 1 sur F. Donc, 1 sur 20 000. Ça nous donne 5, 10 moins 5 secondes ou bien 50, 10 moins 6 secondes, c'est-à-dire 50 microsecondes. Donc, on calcule la longueur d'onde. Donc, lambda, elle est égale à V sur F. Donc, est égal à 1500 sur 20 000. Donc, ceci est de l'ordre de 0,075 mètres. Donc, cette valeur, elle est comprise entre 0,74 et 0,076. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 25, le bateau équipé de sonar est situé à une distance égale à 800 mètres au-dessus du fond. Se déplace à 15 nœuds. Un nœud, elle est
à peu près est égal à 1,8 km par heure. Le récepteur lié au bateau reçoit les vibrations émises par l'émetteur. On considère que le trajet émetteur-fond-récepteur suivi par les vibrations émises par l'émetteur s'est fixé en ligne droite. Donc la distance parcourue par le bateau pendant la durée qui s'est écoulée entre l'émission et la réception des vibrations A. Donc concernant le sonar, donc il y a un émetteur, donc il y a le son émis et donc elle est émise par l'émetteur et elle est reçue par le récepteur. Donc il faut que le trajet donc D aller et retour. Donc il y a un aller et il y a un retour. Donc la profondeur il est D est égal à 800. Et la vitesse de son est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Donc la vitesse du bateau est égale à 15 qui multiplie 1,8 est égal à 27 km par heure est égal à 7,5 mètres par seconde. Donc ça parce que ce sont des nœuds. Donc on a 15 nœuds et chaque nœud elle est à peu près égal à 1,8 km par heure. Donc ça c'est la vitesse du bateau. Ça c'est 7,5. Donc le temps aller-retour, donc pour faire aller-retour, donc T est égal à 2D. Puisque ça c'est un D et ça c'est un D. Donc 2D sur VS. Donc c'est 2 qui multiplie 800. C'est 1600 sur 1500, ça nous donne 1,067 secondes. Donc la distance, donc ça c'est le temps écoulé. Donc la distance parcourue par le bateau, c'est X est égal à VB fois le temps. C'est-à-dire est égal à 1,067 qui multiplie 7,5. Ça nous donne à peu près 8 mètres. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. La question 26. Le phénomène de diffraction a lieu dès que la lumière traverse une fente dont la dimension de sa longueur est de l'ordre de. Donc, quelle est la dimension pour que la diffraction aura lieu? Donc, la diffraction devient significative lorsque les dimensions sont comparables à la longueur d'onde de la lumière, qui est située entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. D'où, donc la réponse est la réponse D. Dimension pour que la diffraction aura lieu, c'est la dimension de la largeur de la fente est de l'ordre de 1 micromètre. 1 micromètre. Donc il faut cocher la réponse D. On réalise la figure de diffraction d'une fente avec un laser hélium-néon qui produit un faisceau de lumière horizontale de longueur d'onde 633 nanomètres. L'écran d'observation situé à une distance L est égal à 3,40 mètres de la fente est vertical et perpendiculaire au faisceau. La largeur A de la fente est inconnue. Le schéma ci-contre reproduit l'allure de la figure observée sur l'écran. Donc à partir des mesures, la largeur exacte de la fente est proche de quelle valeur parmi les 4 propositions ici?
Donc la question 27 consiste à trouver la largeur de la fente. Donc on a la distance écran-fente. L égale à 3,40 mètres. On a le diamètre de la tâche, c'est-à-dire delta Y. Elle est égale à 3,40 cm, qui est égal à 3,40 10 à la puissance moins 2 mètres. Et on a la longueur d'onde, lambda est égale à 633 nanomètres, c'est-à-dire 633 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc géométriquement, on a tangente de θ, elle est égale à delta Y sur 2. Ça c'est delta Y, ça c'est delta Y sur 2. Donc c'est égal à delta Y sur 2 sur L. Et puisque θ elle est petit, donc tangente de θ est égale à peu près à θ. Et on a θ, elle est égale à lambda sur A. Donc, ceci nous donne que lambda sur A est égal à delta Y sur 2 sur L, qui est égal à delta Y sur 2L. Donc, on a A est égal à 2 qui multiplie, donc A est égal à 2 qui multiplie L qui multiplie lambda sur delta Y. Donc, on remplace ici, donc on a les valeurs, donc on a le 2, on a le delta, on a le L, on a le delta Y. Donc, tout ce calcul fait, il nous donne 0,13 mm. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. L'exercice numéro 28, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 4 propositions ici? Donc, le mouvement circulaire uniforme, donc caractéristique du mouvement. Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération centripète à une valeur constante, car gamma tangentielle, puisque le mouvement est circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse elle est constante. Donc, c'est-à-dire que gamma t, la dérivée, ça c'est 0. Et gamma, c'est gamma centripète, c'est-à-dire c'est V au carré sur R. Et V, elle est constante et R, c'est constant. Donc, gamma N, elle est constante. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, l'accélération qui est constante. L'exercice 29, on considère deux satellites, S1 et S2, de la Terre de même masse M, évoluent respectivement à une distance R1 et R2 du centre de la Terre, avec R1 inférieur à R2. On suppose qu'ils n'interagissent pas entre eux, donc cochez la bonne réponse. Donc, on a deux satellites qui gravitent autour de la Terre. Donc, R1, c'est cette distance-là. Donc, à partir du centre de la Terre jusqu'à la trajectoire où gravite la satellite 1. Ça, c'est R2. Donc, d'après la troisième loi de Kepler, qui nous dit que T au carré sur R3 est égal à une expression ici. Donc, on voit donc T au carré est égal à quelque chose qui multiplie R3. C'est-à-dire que T au carré, elle augmente avec le rayon. Et puisqu'on a R1 inférieur à R2, donc ceci à la puissance 3 et inférieur ceci à la puissance 3, cela entraîne T1 au carré inférieur à T2 au carré. Donc, c'est-à-dire que T1 moins T2, facteur de T1 plus T2 inférieur à 0, c'est-à-dire que T1 inférieur à T2. Donc, ça, c'est une réponse qu'il faut écarter. On sait que V il est égal à R oméga.
Donc V1 est égal à R1 oméga 1 et V2 est égal à R2 oméga 2. Donc oméga 1 est égal à V1 sur R1 et oméga 2 est égal à V2 sur R2 et R1 inférieur à R2. C'est-à-dire que on va trouver que oméga 1 sur oméga 2, elle est supérieure strictement à 1. C'est-à-dire que oméga 1 est supérieur strictement à oméga 2. Donc cette valeur, il faut l'écarter aussi. Donc quand V1 elle est égale racine carrée de G, la masse de la Terre sur R1 et V2 est égal à racine carrée de G M de la Terre sur R2 et G qui multiplié M de la Terre est égal à G0 de rayon de la Terre au carré. Donc on remplace ici. Alors on voit que V1 et V2 ne dépendent pas de la masse de la Terre. D'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. L'exercice numéro 7, un pistolet à ressort destiné pour lancer des fléchettes est placé horizontalement à une hauteur h égale 1,80 m du sol. La longueur à vide de son ressort est L0 égale à 10 cm par l'introduction d'une flèche de masse m égale à 50 g. Il se comprime et sa longueur devient L1 qui est égal à 4 cm. On néglige tous les frottements. On prendra la valeur de champ de la pesanteur terrestre à l'ordre de 10 mètres par seconde carré. Donc, la question numéro 30, sachant qu'il faut une force de 5 newtons pour comprimer le ressort de 1 cm. Donc, ce qu'on veut, c'est la vitesse de la flèche lorsqu'il quitte le pistolet parmi les 4 propositions ici. Donc, si c'est un tir horizontal, donc la hauteur c'est h égale à 1,8 mètres. Donc, on a la force nécessaire pour comprimer le ressort, c'est-à-dire 5 newtons. Il comprime 1 cm, qui est égal à 10 moins 2 mètres. D'où, puisque F est égal à K delta X, donc K est égal à F sur delta X est égal à 500 newtons par mètre. Donc ça, c'est la constante de Reader. Donc la compression X égale à 6 cm, qui est égal à 0,06 m. Donc la masse de la flèche, c'est 50 grammes, qui est égal à 0,05 kg. Donc la vitesse initiale de la flèche, donc on a l'énergie potentielle, c'est 1 demi kx au carré. Donc est égal à 1 demi, donc on a le k, on a le x. Donc ceci nous donne 0,9 joules. Donc l'énergie potentielle, elle est égale à l'énergie cinétique, qui est égale à 1 demi V0 au carré, donc à l'état initial. Donc, ça veut dire que V0, il est égal à 2, qui multiplie 0,9 sur 0,05. Donc, ceci donne racine de 36, c'est-à-dire 6 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 31, la flèche tombe sur le sol qui est situé
AH égale à 1,80 mètres plus bas du pistolet. La valeur, sa vitesse lorsqu'il touche le sol vaut. Donc, la valeur de la vitesse lorsqu'il touche le sol, c'est-à-dire lorsqu'il parcourt la distance h qui est égale à 1,80 mètres. Donc, on a la vitesse lorsqu'il touche le sol. Donc, il s'agit d'une chute libre verticale. Donc, on a h est égal à 1 demi gt au carré. Donc, t est égal à racine carrée de 2h sur g, qui est égal à 0,6 secondes. On a vy, elle est égale à g fois t, donc est égal à 6 mètres par seconde. Donc, la vitesse totale, c'est v, qui est égal à racine carrée de v0 au carré plus vy au carré. Donc, ça, ce qu'on vient de trouver ici. Et ça, c'est cette valeur-là. Donc, elles sont les mêmes. Donc, ceci est égal à racine de 2. Ça, c'est 6 au carré, c'est-à-dire est égal à 6 racine de 2 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, la question 32, on positionne le pistolet verticalement, on lâche le ressort du pistolet, la fléchette part verticalement vers le haut, on choisit l'énergie potentielle de la pesanteur nulle lorsque le ressort est comprimé et cette origine est située sur l'axe de celui-ci. On donne aussi G égale à 10 mètres par seconde carré, donc la hauteur maximale atteinte par la fléchette est plus proche de. Donc la hauteur maximale atteinte. Donc conservation de l'énergie. Donc on a 1 demi kx au carré est égal à mg h maximal. C'est-à-dire que h maximal, elle est égale à kx carré sur 2 mg. Donc ça c'est donné. Donc c'est ça. Donc on va trouver qu'il est égal à 1,8 mètres, c'est-à-dire 2 mètres. Donc la hauteur maximale est de l'ordre de 2 mètres. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Donc la question 33. On charge un condensateur sous une tension de 6 volts. Puis on étudie la décharge de celui-ci. Dans le circuit, c'est contre. Donc il se charge, puis on décharge ici. À l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on observe la tension UC aux bornes du condensateur. Avec C égale à 0,5 microfarad, on obtient l'oscillogramme. C'est contre. Donc ça, c'est la sensibilité ici. Donc la sensibilité, c'est ici. C'est 2 volts par division. Et le temps, c'est 0,1 mètre par seconde. Donc ça. Donc la question, c'est la pseudo-période T des oscillations est plus proche. C'est-à-dire à quoi est égale cette distance ici. Ou bien cette distance-là. Donc, voici la courbe. Donc, on compte ici, on a 3, quelque chose de division. Et chaque division, elle est représentée par 0,1 millisecondes. Donc, ça, c'est l'axe du temps. Ça, c'est l'axe des voltages. Donc, la pseudo-période T, c'est ici entre 3,20 qui multiplie 0,1 millisecondes, c'est-à-dire 3,20 division,
qui multiplie 0,1 milliseconde par division, donc elle reste tout simplement milliseconde. Et entre 3,4. C'est-à-dire que T, elle est comprise entre 320 microsecondes et 340 microsecondes. Donc, ça, puisqu'il est plus proche de 3,20, elle est plus proche. Ici, elle est plus proche que de 3,4. Donc, la valeur prise est B. Donc, l'ordre de grandeur du pourcentage de l'énergie perdue par l'oscillateur. Donc, la question 34, l'ordre de grandeur de pourcentage de l'énergie perdue par l'oscillateur au cours d'une période est comprise entre. Donc, l'énergie perdue par l'oscillateur est comprise entre. On a deux pics. On a le pic 1, on a le pic 2. Donc, le pic 1, elle est à peu près de 3 divisions. Et chaque division, donc on a la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. C'est-à-dire, le pic, c'est 6 volts ici. Ici, c'est à peu près 2,5 fois 2, ça fait 5 volts. Donc, ça au carré, c'est 36, et ça au carré, c'est 25. Donc, l'énergie E1, c'est 1 demi C fois cette partie-là. Et l'énergie O2, c'est cette partie-ci. Donc, delta E, pour trouver l'énergie perdue, le pourcentage, il faut prendre la différence divisée par la plus grande valeur. Donc, la plus grande valeur ici, c'est E1. Donc, c'est E1 moins E2 sur U1. Donc, ça nous donne à peu près 30,5%. Donc, cette énergie, elle est comprise entre 30% et 34%. D'où il faut cocher la réponse A. La question 35, en admettant que T est égal à peu près à T0. T0, c'est la période de l'oscillateur libre, non amorti, ou bien l'oscillateur dont la résistance de la bobine est négligeable. Donc la valeur de l'inductance de la bobine est plus proche de, c'est-à-dire à quoi est égal la valeur de L. Donc, on a T0 est égal à 2pi racine de LC. C'est-à-dire que L est égal à T0 au carré sur C 2pi au carré, qui est égal à T0 au carré sur 4 pi au carré C, qui est égal à T0 au carré sur, avec pi est égal à, pi au carré est égal à 10, ça nous donne 40C. Donc, T0, elle est égale à 320 microsecondes. Donc, c'est la valeur à peu près qu'on a trouvée ici, qui est égale à 320 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc, on remplace ici, on trouve que la valeur de L est à peu près égale à 5 millihenry. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
La question 36. Le dosage de 20 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium nécessite 16 ml de solution d'acide chlorhydrique à 10-1 mol par litre. Donc la masse d'hydroxyde de potassium solide dissoute pour préparer 250 ml de solution basique vaut. Donc ça, c'est une base forte. Et HCl, c'est un acide qui est fort. Donc le volume de KOH, c'est 0,02 litres. Et le volume de HCl, c'est 0,016 litres. La concentration de HCl, c'est 0,1 mol par litre. La masse molaire de KOH, c'est 56,1 g par mol. Donc la masse de KOH dissoute. On a donc la relation de dissociation, c'est cette relation ici et cette relation ici. Donc à l'équivalence, on a NOH- est égal à NH3 ou plus. Donc ceci se traduit par N, puisque ça c'est une base forte, donc il se dissout complètement, ainsi que l'acide. Donc NOH- c'est N de KOH et N de H3O+, c'est N de HCl. Donc les deux sont égaux, c'est-à-dire que NKOH qui est égal à C fois V' qui est égal à 0,016 mol. Donc C de KOH, elle est égale à NKOH sur V. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne 0,08 mol par litre. Donc pour 250 millilitres qui est égal à 0,25 litres, donc N de KOH est égal à 0,08 qui est multiplié 0,25 qui est égal à 0,02 mol. Donc la masse de KOH, elle est égale à le nombre de moles qui multiplie la masse molaire. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne 1,12 g. D'où il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 37, la vitamine C est constituée d'acide ascorbique pur C6H8O6. La dissolution d'un comprimé de masse M égale à 0,35 g dans un verre contenant 200 ml d'eau donne une solution dont le pH est égal à 3. Donc la valeur du taux d'avancement final de cette réaction est plus proche de. Donc ça, ce sont les données. On a l'acide ascorbique. Donc la masse, c'est 0,35 g. Le volume, c'est 200 ml, c'est-à-dire 0,2 litres. Le pH est égal à 3. Donc H3O plus est égal à 10 moins 3 mol par litre. La masse molaire de vitamine C, c'est 176 g par mol. Donc il faut calculer d'abord la concentration de vitamine C, qui est égal au nombre de moles sur le volume. Et le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, divisé par V. Donc, tout ce calcul fait nous donne 0,01 mol par litre. Le taux d'avancement final, c'est taux est égal à la concentration de H3O plus sur C. Donc, est égal à cette valeur ici, c'est-à-dire H3O plus, c'est 10 moins 3, et C, c'est 0,01. Donc, est égal à 0,1, c'est-à-dire 10%. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 38. Donc, on considère la pile, donc la borne
négative, elle est constituée par le nickel, et la borne positive, elle est constituée par l'argent. Donc, en fonctionnement, la pile débite un courant électrique d'intensité constante de valeur I égale à 10 mA durant 30 minutes. Donc, on donne ici le Faraday et tout ça, donc la masse de l'argent. Donc, ce qu'on veut, c'est la valeur de l'avancement de la réaction au bout de 30 minutes de fonctionnement de la pile. Donc, la pile, elle est électrochimique. Donc, l'intensité, c'est 0,01 ampère. Le temps écoulé, c'est 30 minutes, c'est-à-dire 1800 secondes. Et le Faraday, c'est 96 500 coulombs par mol. Et la masse molaire de l'argent est de l'ordre de 108 grammes par mol. Donc, l'avancement de la réaction. Donc, on a la réaction au niveau de la cathode. Donc, on a la quantité d'électricité, c'est I fois T, c'est-à-dire 0,01 qui multiplie 1800, c'est 18 coulombs. On a le nombre des électrons, c'est Q sur F, donc est égal à 18 sur 96 500, qui est égal à 1,86 10 à la puissance moins 4 mol. Donc, et par suite, le E, il est égal à, ici, on a un seul électron. Donc, c'est égal à NE sur 1, qui est égal à 1,86 10 moins 4 mol, qui est égal à 18,6 10 à la puissance moins 5, qui est à peu près égal à 18 10 moins 5 mol. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse la plus proche parmi les réponses proposées. Donc la question 39, la variation de la masse de l'électrode d'argent est plus proche de. Donc la variation de la masse d'argent, on a donc la masse qu'on cherche, c'est M de l'argent, c'est le nombre de moles qui est multiplié par la masse molaire. Donc tout ce calcul fait dans 19,44 10-3 grammes, c'est-à-dire à peu près 20 mg. Donc il faut coucher la réponse D, qui est la réponse juste. La dernière question, c'est la question 40. On électrolyse une solution aqueuse de sulfate de nickel 2. Les réactions aux électrodes sont: on observe un dépôt de nickel solide d'une masse M de nickel est égal à 2 grammes. Le volume d'oxygène qu'on recueille est plus proche de. Donc ça, ce sont les conditions normales de température et de pression. Donc, on a une électrolyse. Donc la masse du nickel, c'est 2 grammes. La masse molaire, c'est 58,7 grammes par mol. Le volume molaire, c'est Vm est égal à 22,4 litres par mol. Donc le volume d'oxygène, on a N de Ni est égal, donc parce qu'on a cette équation ici. Donc on a le nombre de Ni, c'est la masse sur la masse molaire, c'est-à-dire 2 sur 58,7 est égal à 0,034 mol. Donc on a deux équations de réaction. Donc on a Ne-, donc le nombre des électrons sur 2, elle est égale à le nombre de moles de Ni sur 1. C'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Et ici, on a Ne- sur 4 est égal à NO2 sur 1.
Donc, ceci, donc, on a cette relation ici, elle est égale à 0,034 sur 2 mol, qui est égal à 0,017 mol, qui est égal à N2O2. Donc N2O2, elle est égale à 0,017, qui est égal à V2O2 sur Vm, qui est égal à V2O2 sur 22,4. Donc VO2 est égal à cette valeur-là fois cette valeur ici, à peu près est égal à 380 millilitres. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.